Bonjour et bienvenue, vous êtes sur ANews Mobility, le média 100% dédié à l'écosystème des mobilités. Aujourd'hui, nous recevons Monique Agier, qui est directrice investissement senior au sein du département infrastructure et mobilité, au sein de la Banque des Territoires, et avec laquelle nous allons aborder le sujet de l'hydrogène. Alors, pas du côté de la production, mais plutôt du transport et de la distribution, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça ? C'est bien cela, Yves. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, je travaille à la Banque des Territoires. Donc, la Banque des Territoires, c'est la partie de la Caisse des dépôts qui accompagne les questions d'investissement territorial et de prêt. En ce qui concerne notre département, nous travaillons particulièrement sur les projets d'investissement partout sur le territoire, donc des projets qui vont de petits projets territoriaux à de gros projets d'infrastructure. Et nous souhaitons accompagner les collectivités locales et l'ensemble du territoire national sur cette transformation vers des mobilités plus vertes, ce qui nous a conduit à nous intéresser à l'hydrogène en particulier. Alors, vous travaillez à tous les niveaux, les petites collectivités, les Comcom, on les appelle, les communautés de communes, les métropoles, les régions. La particularité de la Banque des Territoires, c'est bien d'être auprès de l'ensemble des collectivités locales à travers ces différents métiers. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je représente le métier de l'investissement. Donc, on investit dans des sociétés qui investissent elles-mêmes sur le territoire pour développer les projets utiles à l'ensemble du territoire national. Et c'est bien la partie investissement que je représente aujourd'hui. Donc une petite partie du rôle de la Caisse des dépôts et de la Banque des Territoires pour les collectivités locales. Alors l'investissement, on a une idée de la masse globale en volume, ce que ça représentait en milliards d'euros On sera sur plus d'1 milliard d'euros sur les différentes composantes de la Banque des Territoires dans ces différents métiers. Après, sur la partie infrastructure et mobilité, sur des chiffres plus petits, mais l'investissement que nous faisons dans les sociétés ira en général de montant de l'ordre de 500 000 euros à plus de 100 millions d'euros sur les gros projets d'infrastructure du type port, aéroport ou ferroviaire. Alors on parle beaucoup de, justement, vous l'abordez, vous avez travaillé d'ailleurs dans plusieurs secteurs ou vecteurs de la mobilité, je crois dans l'aérien, dans le... Disons que je représente la Caisse effectivement dans des sociétés de nature différente, que ce soit des ports, des aéroports ou des infrastructures ferroviaires. Et dans mon passé professionnel, j'ai travaillé en collectivité locale, donc sur l'ensemble des compétences des collectivités locales et en particulier dans la mobilité. Et le secteur routier, je suppose, représente la plus grande partie. On a une idée de ce que ça peut représenter de vos investissements Le secteur routier ne représentera est quand même un secteur moins vert aujourd'hui. Et c'est vrai que dans les métiers, dans les projets qu'on accompagne, on est surtout sur les métiers de la transition. Donc le secteur routier, en dehors de la partie prêt de la Banque des Territoires, ne sera pas du tout le segment le plus présent dans nos interventions. Après, si vous prenez dans la dimension routière, la dimension... typiquement nouvelle motorisation du type hydrogène pour la mobilité, c'est effectivement un segment qu'on a développé comme d'autres sujets liés au verdissement, mais ça reste assez marginal dans nos interventions en termes de montant financier, puisqu'on sait qu'on est sur des filières qui sont émergentes. Alors c'est parfait, vous faites toutes les transitions, donc vous avez évoqué le mot d'hydrogène. Alors plus particulièrement, on a vu ce que la Banque des Territoires faisait sur les IRVE, les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques avec Gauthier Châtelu. Et sur l'hydrogène, alors vous intervenez où, pour faire quoi, avec qui ? Donc, effectivement, nos interventions dans le domaine du véhicule électrique seront plutôt plus importantes que celles sur l'hydrogène, puisque c'est une technologie un sujet qu'on a vu émerger fortement, qui fait partie du paysage quotidien de chacun aujourd'hui. Sur l'hydrogène, c'est un sujet qu'on suit depuis plusieurs années, et on était notamment présent dès le début dans les taxis parisiens à l'hydrogène Hype. Et on est également présent sur Zero Emission Valley, un des premiers projets en région Rhône-Alpes qui permettait de déployer des stations. C'est vrai qu'au niveau du département qui est le nôtre, vous l'avez rappelé en début d'intervention, nous ne sommes pas sur la production proprement dite d'hydrogène, nous serons sur sa diffusion et à travers l'installation sur le territoire, en particulier de stations de distribution d'hydrogène pour la mobilité, alors essentiellement de la mobilité lourde aujourd'hui. Donc on est amené à intervenir sur
à peu près une vingtaine de projets aujourd'hui répartis sur le territoire, avec l'ensemble des industriels susceptibles d'intervenir et de porter ce type de projet du point de vue technique. L'idée étant de pouvoir accompagner les collectivités locales qui le souhaitent passer une partie de leur flotte, en particulier de bus à l'hydrogène, de pouvoir développer la station de distribution complémentaire et nécessaire à cette transition. Donc on sera présent sur le volet des stations de distribution, parfois liées à de la production locale d'hydrogène par électrolyse, puisqu'on est bien sûr sur de l'hydrogène vert dans ce qui est recherché aujourd'hui pour la mobilité. Le bus, c'est vraiment aujourd'hui le véhicule, entre guillemets, phare c'est ce qui a démarré, c'est-à-dire aujourd'hui, il existe déjà des bus à l'hydrogène. Un certain nombre de collectivités locales ont pris l'initiative de pouvoir amorcer cette filière et de faire le choix de passer à l'hydrogène, malgré les difficultés techniques, malgré le coût. Parce qu'il faut bien dire que l'hydrogène est quand même une énergie chère aujourd'hui. 10 € le kilo, toujours plus malheureusement, puisque le prix de l'électricité, la hausse du prix de l'électricité est passée par là, et les coûts et l'inflation également sur les coûts des unités. Donc on est aujourd'hui sur une énergie qui reste chère. Alors on espère que dans l'avenir, les progrès technologiques, la massification et les progrès industriels permettent de limiter son coût, mais fondamentalement, ça reste aussi très lié au prix de l'électricité. Et ça reste nettement plus cher que l'électricité elle-même. Donc on reste sur une énergie chère qui est une énergie complémentaire dans le paysage de la transition énergétique sur certains segments d'activité. On a une idée de la quantité de térawattheure qu'on fait avec l'hydrogène, parce que l'hydrogène, ça sert effectivement comme énergie, mais c'est aussi un moyen de stocker l'électricité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... Là, je serais objectivement beaucoup moins qualifiée pour vous répondre. Effectivement, après, à chaque fois, vous avez quand même une perte d'énergie à chaque fois que vous passez d'un modèle à l'autre. Et donc, là encore, c'est quelque chose qui, dans une stratégie énergétique, doit se voir d'une manière complémentaire. Ça peut servir, effectivement, potentiellement, pour stocker des énergies renouvelables qui, s'ils n'auront, sont perdues. Mais malgré tout, c'est... transformer l'énergie plusieurs fois et rarement un optimum en termes d'efficacité énergétique, parce que les taux de rendement sont quand même... Alors après, là aussi, les évolutions technologiques peuvent changer. Enfin, on voit bien que dans le domaine énergétique, depuis quelques années, et sans doute pendant de nombreuses années encore, on est sur un paysage qui va profondément bouleverser en termes de coûts, de production et de modèles. On change de modèle actuellement. Ça fait partie d'ailleurs des difficultés pour se projeter dans l'avenir et développer des projets d'investissement par rapport à des sujets qui restent difficiles à prévoir dans leur totalité, il faut reconnaître. Oui, parce qu'on a tous de plus en plus d'appareils qui fonctionnent à l'électricité, voire de moyens de déplacement. Donc voilà. C'est une orientation malgré tout nationale qui est donnée, d'avoir une moindre dépendance aux carburants fossiles reste malgré tout un objectif partagé et qu'on essaye de décliner dans l'ensemble des domaines. Alors sur une multitude d'énergies alternatives, et on n'a pas de préférence en la matière, mais on considère que chaque segment énergétique aura sa place dans la chaîne de valeur et dans la chaîne d'usage pour permettre justement le mode de fonctionnement le plus équilibré et le plus intelligent possible. La vallée, la fameuse vallée, c'est les Savoie-Vallée, c'est ça, ou Alpes-Vallée? Non, c'est le sud-est. Zéro Emission Valley oui, en Rhône-Alpes, ça c'est en Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes a été effectivement précurseur sur ce sujet. C'est 2000 ça? C'était 2000, c'était déjà... Non, c'est plus récent quand même. Non, c'est nettement... Je dirais que c'est plus récent, je dirais 2015, mais là... 2014, après, entre la décision d'un projet et sa mise en réalisation, c'est encore un projet qui est en construction. Un projet hydrogène, ça se décrète rarement d'un claquement de doigts. Et est-ce que c'est en test, ça se développe? Il y a un certain nombre de collectivités qui ont décidé d'acquérir des véhicules à hydrogène. Il y aura, comme vous le disiez tout à l'heure, des stations de distribution, mais aussi quelques électrolyseurs parfois qui sont adjoints pour produire.
Est-ce que c'est une expérimentation, un test? Est-ce que c'est il y a 13 régions en France. Est-ce que c'est censé se développer dans les autres? Alors, on a reçu un communiqué hier qui disait qu'il y avait une autre région, Pays de Loire, qui avait à peu près le même profil, la même volonté ou... Aujourd'hui, les projets de développement hydrogène se construisent effectivement dans une logique territoriale, puisqu'il faut conduire simultanément l'ensemble des points de la filière entre la partie véhicule et la partie distribution. Vous ne pouvez pas acheter des véhicules à l'hydrogène si vous n'avez pas de possibilité de les approvisionner en hydrogène, et personne ne peut investir dans une station hydrogène s'il n'y a pas déjà un certain nombre de clients identifiés, puisque c'est aussi une des difficultés. Si vous avez personne qui achètera ensuite votre hydrogène, le risque pris sur des projets qui sont quand même coûteux et compliqués n'est envisageable pour personne. On reste tous dans une logique d'investisseurs, même si qui nécessite d'avancer simultanément entre le client et la distribution. Donc c'est ce qui rend pertinent cette approche territoriale. Après, ce qu'on a vu sur ces dernières années également, et qui est largement repris dans la stratégie nationale hydrogène française, mais également européenne, c'est bien cette idée de massification, de manière à terme à pouvoir donner de l'hydrogène moins cher. Et donc on a vu au fil du temps la taille des projets augmenter et les soutiens publics se concentrer sur les projets les plus importants, tant en production qu'en distribution. Donc vous avez rappelé les subventions européennes apportées dans certaines logiques de vallées qui se retrouvent dans l'exemple Pays de Loire que vous reprenez. Et on va vers cette massification des projets hydrogène dont la mobilité, il faut bien le reconnaître, est une petite partie. On est avant tout sur une logique d'hydrogène industriel. Et donc la partie dont on parle aujourd'hui est une partie assez limitée de l'hydrogène, mais importante quand même pour tout le monde et qui a sa place. Sur la mobilité lourde, on l'a dit, dans une logique de ce qui ne pourra pas passer à l'IRVE compte tenu des distances à parcourir des éléments. Donc une logique poids lourd, grande distance, une logique de certaines lignes de bus ou cars, pour celles pour lesquelles l'électrique représente une contrainte, et pour certains véhicules utilitaires légers intensifs, c'est-à-dire qui font énormément de kilomètres. Donc aujourd'hui, on commence à voir apparaître des flottes de véhicules dans ces différents segments. C'est quelque chose de récent, c'est-à-dire il y a quelques années, même les acteurs qui voulaient passer à l'hydrogène se heurtaient à une difficulté d'absence de véhicules. On voit apparaître des éléments de rétrofit qui vont aussi sans doute limiter le surcoût que peut représenter ce passage à l'hydrogène qui, alors c'est cher en carburant, mais c'est cher aussi en investissement au niveau de l'acquisition du bien. Donc c'est vrai que c'est un peu ces doubles barrières qu'on espère voir évoluer dans les années qui viennent. Et donc il faut bien le reconnaître, les aspects aides financières, qu'elles soient européennes ou nationales, sont quand même un élément important pour permettre de concrétiser et de massifier cette filière dans les années qui viennent. Alors, sans ça, ce sera difficile. Alors, est-ce que les autres vecteurs de mobilité, comme le fluvial, le naval, le maritime, ou voire l'aérien, est-ce que ça va compliquer les choses, puisque de toute façon, on arrive déjà à peine pour les véhicules, ou est-ce que ça va être un phénomène d'accélérateur du développement de l'hydrogène, s'il y a vraiment des besoins? On commence à voir des bateaux la technologie hydrogène est une technologie qui se construit dans les différents segments que vous avez décrits. Il y a des recherches, il y a une dimension industrielle qui avance sur ces sujets-là. Et il y a des obligations de dépolluer aujourd'hui qui n'existaient pas forcément avant. Qui peut se traiter également différemment, parce qu'on voit que d'autres voies sont également explorées et on n'est pas sur hydrogène ou rien dans l'ensemble des segments que vous avez décrits. C'est comme toujours une multiplicité de solutions qui sont en cours de recherche. Alors une dimension réglementaire qui jouera également aussi, réglementation en termes de sécurité, réglementation en termes d'usage et réglementation en termes d'autorisation et de droit à fonctionner, qui en fait a un rôle absolument majeur dans les choix technologiques qui sont faits. Après, on est vraiment dans la phase où les choses se mettent au point, où les moteurs à l'hydrogène commencent à sortir. On voit également des sociétés susceptibles de, par exemple dans le sujet du maritime, qui est sûrement un des sujets les plus accessibles. Les autres que vous avez cités sont un peu plus compliqués quand même, et on le sait aussi avec des réflexions sur le ferroviaire par exemple. Là, c'est des domaines où on peut imaginer que la technologie commence à être au point et peut permettre ce type de développement. Après, s'agissant d'éléments de transport qui vont relever soit du transport public, donc avec un coût pour la puissance publique au niveau de son surcoût,
soit du transport privé avec un coût pour l'utilisateur et le prix du marché. La question derrière, et qui est quand même une question importante sur tous ces sujets de transition écologique, c'est que ça a un coût, il faudra bien que quelqu'un le paye, et il faudra bien définir la répartition de ce surcoût entre ce qui relève d'un surcoût en termes de prix, d'aide et de la répartition qui se fait en la matière. Comme le disait, ce ne sera pas neutre, il faut bien l'avoir en tête. Comme le disait le patron de Stellantis maintenant, M. Tavares, s'il n'y a plus d'aide, les marchés, on ne va pas y arriver, quoi. Du jour au lendemain, s'il n'y a pas d'aide et si du jour au lendemain on coupe les aides, voilà. Il y a toujours la question de qui paye. Voilà, je veux dire, à la fin, il faut bien que quelqu'un paye. Exactement. Entre le contribuable et l'utilisateur, et c'est toujours quand on parle de mobilité, on parle quand même de politique publique déjà très importante, très coûteuse, où les besoins en termes d'offres sont extrêmement importants sur l'ensemble du territoire pour répondre aux besoins de nos concitoyens, aux fractures sociales et économiques, mais également à cette exigence de transition écologique si on veut diminuer l'impact de la voiture individuelle. Et donc sur tous ces sujets, la dimension cadre réglementaire, aide financière publique, qu'elle soit nationale ou européenne, et coût pour l'usager, sont des variables fondamentales, avec, je pense, quelque chose d'important, qui est la stabilité des éléments de décision. La fiscalité ne peut pas changer comme ça tous les ans ou tous les 6 mois. En tout cas, pour se projeter sur des éléments qui requièrent des investissements dont l'amortissement se fera sur 10, 15 ou 20 ans, c'est vrai qu'une stabilité en termes d'autorisation, en termes de réglementation, et une visibilité, en fait, peut-être plus que stabilité d'ailleurs. On peut imaginer que des choses changent, c'est fait aussi pour ça, et que notamment les aides financières soient nécessaires sur une phase d'amorçage, mais ensuite vocation à disparaître. C'est aussi cohérent, je pense, avec tout ce qu'on peut entendre en la matière. Mais il faut cette visibilité qui permette à chacun, entre le public et le privé, de trouver sa place et l'usager pour pouvoir construire la meilleure solution. Alors, si vous aviez aujourd'hui une baguette magique par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous changeriez Je crois que je viens de le dire, c'est effectivement de définir des éléments d'aide financière et d'approche réglementaire qui permettent de donner cette visibilité de moyen terme en tout cas, pour permettre aux investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, de se positionner avec une certaine stabilité. Après, c'est aussi d'avoir, en ce qui concerne l'hydrogène particulièrement, une filière industrielle française qui soit apte à fournir les besoins et qu'on arrive à passer le plus rapidement possible cette phase de qualification industrielle pour avoir là aussi des process stables, utiles et qui permettent d'aller à la deuxième phase le plus rapidement possible en termes d'économie d'échelle. Alors on a quand même, en France, on a quand même quelques acteurs sur la filière hydrogène, des gens qui font des électrolyseurs. On a Symbio qui est une usine qui fabrique de l'hydrogène. C'est une belle filière. On a des constructeurs qui ont investi pour faire des utilitaires gros ou plus petits. Mais c'est bien parce qu'on a tous ces premiers éléments que mon rêve, si j'ose exprimer ainsi, mais qui n'est pas directement lié à mes fonctions à la Caisse, c'est bien de la voir se structurer et devenir une des premières filières à l'échelle européenne pour pouvoir construire et pérenniser cette filière industrielle avec une réelle efficacité. Je crois que ce serait ça mon premier rêve. Est-ce que, si je dis une bêtise, vous me le dites, est-ce que le frein principal, justement, c'est le fait le manque de visibilité à long terme sur la réglementation, la fiscalité ou... Je pense qu'on ne peut pas parler de frein, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on va avoir besoin de 2 choses pour développer cette filière hydrogène. C'est une capacité technique au point qui fonctionne, qui soit fiable, et ça, c'est en construction. Je veux dire, tant que les véhicules n'existaient pas, développer la filière en termes de mobilité était malgré tout difficile. Donc les deux vont forcément de pair. Je ne pense pas que pour l'instant, c'est allé moins vite que prévu. Et alors dans les rêves, on peut dire aussi une stabilité en fait de prix de l'électricité et trouver le moyen, parce que là les variations sur ce point peuvent être extrêmement pénalisantes pour la filière. C'est vrai que c'est un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui joue lourdement, on l'a dit, sur le coût final de l'hydrogène et qui fait partie des éléments difficiles à prévoir, extérieurs auxquels on prévoir à organiser. Donc l'hydrogène, peut-être que c'est allé moins vite jusqu'à présent, c'est maintenant qu'on va voir. Et mon rêve, c'est qu'effectivement, si on se revoit dans 5 ans, on ait pu voir tous les prémices se concrétiser. Je pense qu'on pourrait le résumer ainsi. Avant, c'était malgré tout difficile d'aller plus vite que le rythme d'aujourd'hui.
Et au niveau, pour conclure, sur la France vis-à-vis de l'Europe et d'autres pays européens, donc on a vu qu'on avait des constructeurs, on a vu on avait des usines qui fabriquaient de l'hydrogène, on avait des équipementiers qui faisaient des réservoirs, des constructeurs automobiles qui faisaient des véhicules. On se situe, alors on n'a pas encore beaucoup de stations, ou même pour les flottes captives. On se situe où? Est-ce qu'on est parmi les leaders? Est-ce que l'Espagne est devant? L'Allemagne, on dit que l'Allemagne est devant, mais que les stations sont vides. Sur la dimension industrielle, je pense qu'il vaudra mieux, enfin je laisserai répondre soit l'État qui doit le voir, soit peut-être la BPI, puisque dans la Galaxy Caisse, c'est vrai que la dimension entreprise, c'est plutôt BPI que nous. Nous, on est sur l'investissement territorial et le déploiement des solutions matures. On n'est pas des acteurs susceptibles d'accompagner l'innovation ou d'accompagner les entreprises en général. Alors par rapport aux collectivités allemandes ou italiennes ou donc c'est vrai qu'on a néerlandaises, d'une manière générale, on dit que l'Allemagne avait pris de l'avance en développant des stations hydrogène avant même, mais s'est confrontée à la même difficulté de l'absence de véhicules. Donc ce volet-là d'axe lourd en matière de mobilité hydrogène, c'est maintenant qu'il va intervenir, même si jusqu'à présent c'était peut-être, mais je ne serais pas affirmative sur ce point, un peu moins déployé qu'ailleurs. C'est maintenant que la question se pose. Avoir des stations avant qu'il y ait des véhicules, présentait franchement aucun intérêt. Ok, nous avons fait un tour rapide et complet pour moi. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous. Un grand merci à notre invité du jour. Donc, merci Monique Agier, qui, je le rappelle, est directrice investissement senior au sein du département infrastructure et mobilité, au sein de la Banque des Territoires, qui elle-même est au sein de la Caisse des dépôts et consignations. On dit toujours Caisse des dépôts et consignations. Tout à fait, ça n'a pas changé. Notez que le prochain épisode de cette série d'une saga de 3 épisodes abordera la question plutôt du transport poids lourd, toujours avec la Banque des Territoires. Merci également à nos auditeurs et spectateurs, comme à ceux de la Banque des Territoires. Merci de nous suivre sur News Mobility. À très vite avec la Banque des Territoires pour un nouvel épisode et une autre grande interview. Merci à toutes, au revoir et à bientôt.